Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde via la République dominicaine. Sa douceur de vivre, sa mer turquoise, le sourire de son accueil vont m'accompagner pour vous présenter les talents choisis par Nec Plus Ultra cette semaine. Sommaire. Un boulanger pas tout à fait comme les autres. J'aime cette approche qui donne du sens à ce qui de loin pourrait paraître futile. Maintenant, j'aimerais vous présenter un gourmand. Il fait les meilleurs pains du monde et vient d'être élu boulanger le plus sexy de l'année et de France. Rencontre. Il a enfin la boulangerie de ses rêves au cœur du 18e arrondissement de Paris. Gontran Cherrier, titulaire d'un brevet de maîtrise en boulangerie, connu pour ses livres et ses chroniques sur Cuisine TV, crée des pains au goût nouveau et sert lui-même ses clients. Plus qu'un métier, une passion. J'ai voulu devenir boulanger, bon, c'est aussi une histoire de famille parce que je suis la 4e génération de boulanger, depuis mon arrière-grand-père. Même si lui n'exerçait pas vraiment, il avait la formation de boulanger et il avait un hôtel-restaurant. Donc en fait la cuisine, la gastronomie, tout ça c'est quelque chose qui me suit. Et moi j'ai travaillé déjà très tôt avec mon père dans sa boulangerie. Et finalement, je m'étais dit que j'avais envie d'être boulanger, mais que j'avais envie de le faire autrement. Il a appris son métier chez Alain Passard et Alain Sanderin. Il peaufine ses recettes en mettant la main à la pâte, mais pas seulement. C'est effectivement la manière dont on la travaille qui apporte un goût différent, parce que de toute façon, vous allez pouvoir prendre une baguette chez tous les boulangers, et elle ne sera jamais pareille. Parce qu'il y a forcément le coup de main, il y a le temps de fermentation, enfin, c'est toujours différent. C'est le coup de main et la technique que l'on a pour la travailler. Je m'inspire de mes voyages pour essayer d'ajouter quelque chose à une recette de pain classique français. Le pain de seigle, par exemple, moi j'y ajoute du miso. On n'a pas de miso, c'est japonais. Donc, en fait, en fonction des voyages et des pays que je vais visiter, j'essaie de ramener quelque chose et avec une idée d'assemblage sur une tradition française avec quelque chose de typique d'un pays. C'est lui qui a créé la glace à la moutarde, mais la matière qu'il préfère, c'est la farine de blé. Moi, ce que j'aime dans le pain, déjà, c'est la matière première, donc tout ce qui est farine, et puis l'odeur des levains, des fermentations, ça j'aime beaucoup. L'univers du pain, quand on travaille, c'est-à-dire le fourni, j'aime bien l'ambiance qu'il y a dans un fourni, j'aime bien le bruit, l'odeur qu'il y a dans un fourni. Le succès ne lui fait pas perdre la tête, sa baguette est la plus dense et la moins chère de Paris. Donc en fait là, je vais détailler la tradition. J'ai un bac de pâtes que je vais mettre dans la machine qui est derrière moi. La baguette de tradition, donc là en fait on va la laisser reposer en chambre froide. On la décolle un petit peu là. Et ensuite, on la met dans la diviseuse. La baguette de tradition, ça se fait sur plusieurs heures. Donc on la pétrit. Celle que je viens de détailler, je vais les laisser un petit peu reposer ici 5 minutes, 10 minutes. Il fait avec le même sérieux des pains qu'il agrémente de diverses saveurs, mi-goûteuses et moelleuses, croûtes dorées et croustillantes. Pas étonnant que ces pains gourmands soient en bonne place sur les tables des meilleurs palaces. Mais Gontran Cherrier rêve de nouveautés. Alors ce que j'ai envie d'inventer aujourd'hui, c'est une manière de se restaurer qui soit aussi bien urbaine, savoureuse et gastronomique. Et en se faisant plaisir avec de la légèreté en fait. C'est avec vraiment des produits de qualité, en faisant attention à ce que l'on apporte en termes de quantité de calories et tout ça. Et justement un peu les cultures du monde en mariant des parfums. Les derniers parfums, amandes, pistaches et citron confit, sentent la Méditerranée, sa dernière source d'inspiration. D'une manière générale, le bassin méditerranéen, c'est vrai parce que il y a beaucoup de choses. Alors c'est beaucoup de pains plats. C'est très intéressant parce que en fait finalement le pain pour le coup devient vraiment plus qu'un support quoi. Enfin c'est aussi bien le support, le contenant, le contenu, quelque chose dont on a besoin pour se nourrir. En boulangerie aussi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Comme je suis gourmand et j'espère gourmet en tout cas, c'est que j'essaie d'adapter des pains avec des plats.
ou avec une orientation de consommation, c'est-à-dire par exemple avec de la charcuterie, quel type de pain irait le mieux pour que ce soit que la charcuterie soit mise en avant et que le pain soit mis en avant également. L'excellence lui donne des ailes. Il forme des jeunes au Maroc et en Chine à faire des miches bien dorées et bien croustillantes et allez savoir pourquoi cette valeur sûre Made in France rêve de l'Angleterre. Diaboliquement sexy, je vous avais prévenu, mais tout aussi désirables sont les objets venus du bassin méditerranéen que nous présente l'antiquaire Didier Wormser, direction Saint-Germain-des-Prés à Paris bien sûr. Ne surtout pas se fier à la taille de la galerie, elle est petite mais n'abrite que des trésors. Amulettes précieuses, mystérieuses et porte-bonheur, vases funéraires, bijoux de reine, sculptures et autres merveilles venues de la nuit des temps amoureusement collectionnées par un antiquaire qui, très jeune, ne s'intéressait qu'à la musique pop, rattrapé très tôt par sa fascination pour l'histoire. Pour moi, c'est pas vraiment un métier, c'est une passion et c'est l'engagement de toute une vie. Ça veut dire que moi, lorsque j'avais 12, 13, 14 ans, je fréquentais les antiquaires parisiens et j'achetais des petites amulettes, des petits objets égyptiens qui me servaient au rêve, à l'étude, parce qu'il faut ouvrir les livres, il faut se renseigner, il faut essayer de savoir ce qu'il y a comme symbolique derrière. Par exemple, le célèbre scarabée traduit le concept de transformation, de renouveau et de résurrection. Petit à petit, j'ai fait une collection avec des objets qui ont effectivement l'aspect rationnel, scientifique, historique, ethnologique, religieux, mais aussi l'aspect irrationnel où on a un objet chargé qui dégage une certaine aura, qui vibre. Et en même temps, il y a la délectation plastique, tout simplement. C'est des objets qui sont beaux, des objets en faïence, lumineuses, etc. Je connais peu d'antiquaires, par exemple, qui se disent à l'âge de la retraite, j'arrête, je me consacrerai, je ne sais pas, à une autre passion, à un autre loisir. On continue. Bien sûr, je suis antiquaire et je suis au service de la clientèle, mais dans le fond, lorsque j'achète un petit peu avec mes yeux et pour moi. Je ne pense pas en me disant tel objet, telle idole cycladique, j'ai tel grand collectionneur ou telle institution qui va pouvoir l'acquérir. Je l'acquiers parce qu'il me plaît, parce que j'ai envie qu'il fasse partie de ma collection. Et c'est pour ça souvent que lorsque je vends un objet, je ne suis pas content du tout. La compagnie n'accepte pas n'importe qui sans, si vous voulez, attester de ses connaissances. Et il faut des parrains qui sont dans le métier, qui ont, si vous voulez, une notoriété et qui peuvent dire, voilà, je vous recommande telle personne, parce qu'on va être amené à faire ce qui s'appelle des certificats d'authenticité et des expertises qui sont valables du point de vue juridique pendant 20, voire 30 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on vend un objet, on garantit la provenance et l'authenticité de cet objet avec une explication aussi sur sa signification et sa symbolique. Pour être expert, il faut 10 ans d'expérience et de diplôme, école du Louvre ou histoire de l'art. Il est facile d'imaginer la somme de recherche et de travail qu'il faut acquérir. Les livres sont très très importants, mais rien ne remplace l'expérience, c'est-à-dire le contact avec les objets. Et pour ce qui est des connaissances, moi, plus j'apprends de choses, plus j'ai l'occasion de découvrir des choses, plus je me dis que je ne sais rien, justement. Parce que c'est un puits sans fond lorsqu'on étudie l'histoire ou l'art de l'Égypte ancienne. C'est 4000 ans d'histoire et on se rend compte qu'on découvre toujours de nouvelles choses. Et c'est ce qui est très plaisant dans ce métier, c'est que chaque jour j'apprends quelque chose. C'est à cette condition d'exigence, d'expérience et de savoir qu'un antiquaire peut espérer être admis à exposer à la Biennale des antiquaires. La Biennale des antiquaires, c'est très important et c'est une manifestation d'abord qui a lieu tous les 2 ans, ce qui permet aux spécialistes et aux antiquaires
de renouveler leur collection, de montrer de nouveaux chefs-d'œuvre. C'est quelque chose qui a une portée internationale, qui permet effectivement aux gens du monde entier de pouvoir contempler des objets magnifiques, mais aussi de rassembler des gens qui sont de toutes contrées, de tout pays, de tous horizons. Et du plus loin de l'histoire, ce félin divin n'est pas là par hasard. Cette déesse, qui est la déesse Bastet, c'est pour moi l'icône de l'art égyptien, et c'est vraiment un objet magnifique. Magnifique au sens où vous voyez la musculature de l'animal, les formes naturalistes qui sont extrêmement bien représentées. Vous avez ce mélange de tensions retenues du chat à l'écoute des suppliques de Laurent, et vous avez toutes les marques, vous voyez le museau de l'animal qui est très très bien représenté, le sculpteur a porté une grande attention. On considère que le chat, le félin, peut avoir aussi deux aspects. L'aspect furieux qui est représenté par la lionne Sermette, qu'il faut d'ailleurs apaiser avec des offrandes libatoires de vin, et l'aspect apaisé qui est celle de Bastet, qui est aussi un symbole de protection, de prospérité. Didier Wormser est membre de la Société française d'égyptologie, de la Compagnie des experts, du Syndicat national des antiquaires et autres IADAHA. Il vient de publier un ouvrage sur Pazuzu, un drôle de démon. Il s'agit d'un démon, c'est une figure un peu infernale du panthéon assyro-babylonien, qui était le grand maître des vents, qui apportait la destruction des récoltes et des cultures. Ça, c'est le côté sombre, si vous voulez, de ce démon, parce qu'il y a un côté tout à fait positif et protecteur, parce que ces figurines, ces pendentifs, protégeaient surtout les femmes qui étaient en couche et les femmes qui étaient enceintes, et les enfants en bas âge, parce qu'il y avait toutes sortes de maladies mortelles. Et donc, pour faire peur, eh bien, on portait cette figure qui, vous voyez, est une figure de molosse sumérien, c'est-à-dire de canidé, mais canidé qui a des cornes avec des protubérances, deux belles protubérances à l'arrière, des dents acérées et même une barbe, de façon à effrayer. Et quand Pazuzu se met en colère, il faut, paraît-il, avoir peur. Il est à craindre. À craindre une colère des dieux. La bonne nouvelle, c'est qu'un peu de cette histoire magique peut aussi faire partie de sa vie ou de sa collection pour moins de 400 €. Ça fait rêver aussi, non ? Coup de cœur spécial pour un soin qui se fait au spa du Four Seasons Georges V à Paris, et seulement là. Le soin dure 2 heures. La matière première, l'or 24 carats. On vous masse de la tête aux pieds après un gommage minutieux afin de ne pas gâcher le précieux onguent qui, au-delà du subtil effet irisé qu'il laisse sur le corps, aide à améliorer l'élasticité de la peau et à régénérer les cellules pour évidemment retarder au maximum l'effet du vieillissement. Et puis, si on y croit, l'or appelle l'or. On a tout le temps d'y réfléchir en dégustant le thé spécial à l'or évidemment, histoire de digérer la note peut-être.